Dans Patrimoine thématique, aujourd'hui, focus sur les millennials, les 25-35 ans qui seraient plus enclins à investir de façon responsable. Les marchés remarquent un réel engouement de leur part pour le sujet, surtout pour les fonds ESG. Quelles sont les raisons de cet intérêt et quelles sont leurs exigences? On va poser toutes ces questions à notre invité. François-Xavier Seur nous accompagne, président fondateur du cabinet de gestion de patrimoine Terrae Patrimoine. Bonjour. Bonjour Eva Ben Sali. Merci beaucoup de nous accompagner, François-Xavier, dans cette émission. Est-ce que vous avez réussi, vous, à identifier une clientèle type particulièrement en demande justement en matière d'investissement dans les fonds ESG? Comme vous l'avez dit, c'est extrêmement générationnel et on le voit très clairement au niveau de ma clientèle, les gens qui arrivent convaincus et qui arrivent avec une vraie demande et qui demandent à avoir des investissements qui soient responsables, qui respectent l'environnement. C'est vraiment une clientèle qui aujourd'hui a entre 25 et 45 ans. C'est ça, je disais 25-35, on est sur du 25-45, un peu plus large. Parce que généralement les clients qui nous contactent, ce sont des personnes qui sont dans deux cas, soit des cessions de société. Il y a aujourd'hui des personnes qui ont 30 ans, 35 ans, qui cèdent leur première société, parfois avec plusieurs millions d'euros à la clé. Et il y a également des héritages. On hérite parfois beaucoup plus tôt que ce que la nature devrait faire. Et ces personnes-là arrivent avec de l'argent, ont de l'argent et sont convaincus qu'il ne faut pas en faire n'importe quoi. Et sont convaincus aussi de l'impact que va avoir leur investissement. Et c'est pour ça que on voit que la génération qui a 25-45 ans a baigné dans cette culture, a été extrêmement éduquée, a été extrêmement sensibilisée dès le plus jeune âge. Et on voit qu'ils arrivent convaincus. Et ils arrivent convaincus et ils ont des idées très précises sur ce sujet. Cette prise de conscience, elle est récente. Vous êtes jeune vous-même, je ne sais pas si je peux vous poser une question sur le marché il y a 10 ans, mais vous la trouvez récente, cette prise de conscience? Il y a 10 ans, j'étais pas très vieux sur le marché, on va pas se mentir. Mais la prise de conscience, elle est de plus en plus importante, en tout cas. C'est quelque chose, on le voit à la fois au niveau des solutions d'investissement, à la fois au niveau des demandes, et surtout, on voit des gens qui arrivent de plus en plus informés, de plus en plus convaincus et même parfois de plus en plus radicaux, c'est-à-dire dans l'idée de dire moi je veux quelque chose qui respecte l'environnemental mais je suis pro-nucléaire, faites-moi un portefeuille avec ça. J'ai des personnes qui me demandent ça aujourd'hui, ou alors des gens qui me disent non, moi je ne veux pas de nucléaire mais je veux un fonds par exemple qui respecte l'égalité homme-femme. Voilà, et ça ce sont des choses où on peut avoir des thématiques extrêmement poussées, mais pour être très clair, quand on parle de critères ESG, donc c'est l'environnement, c'est le social, c'est la gouvernance, dans l'écrasante majorité des cas, ce que les gens veulent, c'est de l'environnement, c'est l'environnemental et c'est la crise climatique qui est la plus parlante aujourd'hui. J'ai une question également, est-ce qu'on a besoin de les convaincre sur la rentabilité de ces fonds? C'est vrai qu'on parle beaucoup de durabilité, c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils vous demandent, c'est ce que vous nous dites. On a besoin de les convaincre sur la rentabilité aussi de ces fonds? Alors, les personnes qui investissent dans l'ISR ou qui s'intéressent à l'ISR d'une façon générale, à l'investissement socialement responsable, à la finance durable, sont généralement prêts à renoncer à une partie de la rentabilité à condition d'avoir un rendement qui n'est pas que financier mais avoir un impact sociétal positif. Et ça, c'est très clair et c'est extrêmement réel. Après une année comme celle qu'on est en train de vivre en 2022, clairement, ce qui fonctionne en 2022, c'est le pétrole. Quand on a une vraie allocation finance durable et socialement responsable, normalement, le filtre pétrolier a exclu l'ensemble de ces sociétés. Donc sur une année comme 2022, on sous-performe un peu. Mais des clients qui sont convaincus de la nécessité d'exclure les investissements pétroliers sur du long terme, ils disent ok, en 2022 on sous-performe, mais on surperformera en 2023, en 2024, en 2025, parce que aujourd'hui le pétrole, l'automobile, le charbon, le gaz de schiste, c'est pas l'avenir. Donc se dire aujourd'hui je fais une allocation responsable et dans 10 ans on verra, moi j'ai envie de parier avec eux, de dire que dans 10 ans, eh bien oui, peut-être que les énergies renouvelables vont enfin battre le pétrole sur une période longue d'investissement, et j'ai envie de les croire, et j'ai envie d'y croire, et j'ai envie de les accompagner. Comment vous expliquez cette prépondérance, donc c'est ce que vous disiez, du E finalement dans ESG, de cet aspect environnemental, les jeunes donc un peu moins soucieux des aspects sociaux, sociétaux et de gouvernance? Comment vous l'expliquez? Je l'explique par le fait que c'est le plus mesurable, oui. Et c'est finalement la crise la plus importante que l'on a aujourd'hui. On a une jeune génération qui est
hyper informée et consciente de la nécessité de l'égalité homme-femme, des mixités dans les conseils d'administration, d'une gouvernance où les salariés puissent être impliqués dans la gestion des sociétés, y compris les plus importantes. Mais ce qui est aujourd'hui le plus mesurable et le plus facile à expliquer et à comprendre en tant qu'investisseur, c'est l'impact environnemental, c'est les émissions carbone. Et à moins d'avoir un client qui est DRH, honnêtement, j'ai aucun client qui est jamais venu me voir en me disant moi l'essentiel c'est la gouvernance. Vous dites que c'est plus facile, pourtant la question de la transparence, elle est là tout de même. Comment vous assurez, vous garantissez à vos clients, à ces jeunes investisseurs, que les fonds dans lesquels ils vont investir iront bien vers des entreprises qui ont un véritable impact social et environnemental? Comment vous garantissez cette transparence-là et donc garantissez ce que vous dites? Ils vous le demandent. Moi, je veux être sûr que quand j'investis, derrière, il y aura un impact. Les critères ESG, ce sont des critères extra-financiers. Donc, il faut que lorsqu'un fonds investit ou lorsqu'on a un portefeuille que l'on fait et que l'on va investir dans des sociétés avec une société de gestion, il faut que la société de gestion et le gérant aillent chercher cette donnée. Et aujourd'hui, c'est ça, en fait, c'est le cœur de la machine et c'est parfois le cœur du problème. C'est quelle est la fiabilité des données sur des critères extra-financiers? Quelle est la fiabilité des données sur des critères qui parfois sont déclaratifs de la part des sociétés dans lesquelles on va investir? C'est là où il faut. C'est la question des labels aussi? C'est la question des labels. Et les labels, c'est un premier filtre. Mais aujourd'hui, quand on voit, par exemple, le label ISR, qui est un label qui et ils le disent au niveau du label ISR, ils te disent, nous, aujourd'hui, on n'est pas un label environnemental. On est un label best in class, donc dans chaque classe d'actifs, on va aller choisir les sociétés qui vont être le mieux notées sur le plan de l'environnement, du social et de la gouvernance. Donc parmi les pétroliers, on va aller chercher ceux qui sont les moins mauvais. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un label ISR qui peut labelliser des fonds qui vont investir dans Total. Moi aujourd'hui, j'ai un client qui est convaincu d'investir dans un fonds qui est vert ou dans un fonds en tout cas qui va avoir un impact sociétal positif. Si je lui dis qu'il y a du Total, il ne veut pas en entendre parler du pétrolier. Il ne veut pas en entendre parler. Après, il ne faut pas non plus oublier qu'il y a une partie des fonds qui sont capables d'acheter du Total pour aller voter en Assemblée Générale contre un certain nombre de résolutions. Sauf qu'on l'a vu à la dernière Assemblée Générale de Total, pour être clair, ça fait 90-10. 90 pour dire on s'en fiche totalement de l'environnement et 10% de fonds, on peut citer des sociétés de gestion comme Financière L'Échiquier, comme Mescart Hamilton, comme la Banque Postale Asset Management qui ont pris position pour des mesures qui étaient plutôt favorables à l'environnement. Mais bon, il y a 90% des autres investisseurs, ils sont allés prendre le dividende et l'essentiel, c'est le dividende. Et pour ce qui est de la prochaine génération, on verra. Est-ce que l'offre de fonds est suffisamment abondante sur ces questions de fonds ESG? Ça aussi, c'est une question qu'on se pose, comme la tendance et la dynamique est assez récente, finalement. Il y en a assez? Il y en a trop. Il y en a trop? Il y en a trop parce que je trouve que le filtre n'est pas suffisant. Aujourd'hui, vous avez par exemple le label ISR, c'est plus de 1000 fonds labellisés, c'est entre 650 milliards et 700 milliards d'encours. C'est trop, parce qu'en fait, ce sont des fonds qui prennent en compte des critères ESG, mais ce sont des critères qui, pour la majorité des investisseurs convaincus, ne vont pas assez loin. Ce sont des fonds qui ne vont pas assez loin. C'est pour ça qu'il faut trouver des solutions autres. Il faut refiltrer soi-même en tant que conseiller. Il faut aller chercher, faut appliquer ses propres filtres. Il faut aller chercher de l'info. Il faut analyser les sociétés de gestion. Il faut analyser leur politique actionnariale. Et puis parfois, il faut aussi faire pour des clients des portefeuilles qui sont hyper personnalisé, où on ne va pas passer par des fonds, mais on va aller acheter directement des titres, on va aller acheter directement des actions. Par contre, ça, ce sont des portefeuilles qui sont accessibles plutôt à partir de 250 000, 500 000 euros. Ça commence à être des portefeuilles d'une taille un petit peu importante. C'est comme ça que vous vous différenciez de vos concurrents, si je peux me permettre cette question-là. Voilà, personnaliser le portefeuille de vos clients, ça fait partie aussi des différenciations? Moi, ce qui me fait me lever le matin, c'est d'être convaincu que les investissements que je fais sont des investissements qui sont positifs sur le plan environnemental et sociétal. Sinon, très clairement, je ne fais pas ce métier. Et qui vont répondre aux besoins de vos clients. Et qui vont répondre aux besoins des clients. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, on peut monter des portefeuilles où je vais dire à mes clients, le CAC 40 aujourd'hui, c'est entre 3 et 3,5 sur l'échelle aujourd'hui du réchauffement climatique dans les années à venir. Je peux vous construire un
portefeuille aujourd'hui avec une société de gestion adaptée, où on va être aligné sur les accords de Paris et où l'objectif, c'est d'être sur un portefeuille qui va être émission de carbone plus 1,5, donc aligné sur les accords de Paris. C'est faisable, c'est une ingénierie financière, c'est aussi avoir un conseiller qui va se l'appliquer à soi-même, parce que c'est souvent ce que je dis, c'est il faut aussi voir qui est la personne et comment on va se l'appliquer à nous-mêmes en tant que conseiller. Et finalement, ça va se ressentir également vers les investisseurs derrière. Vous parliez de sommes, vous donnez cet exemple de 150 000 euros. De manière générale, le montant moyen sur ce type de fonds, voilà, ces jeunes entre 25 et 40 ans, quel montant mettent-ils sur ce type d'investissement-là? Alors, il faut faire attention. Alors, tout va dépendre de la taille du portefeuille et tout va dépendre de la taille du patrimoine. Il faut faire attention non plus à ne pas mettre l'ensemble de son portefeuille uniquement sur ce type de support, parce que lorsqu'on va sur des investissements qui sont très exposés, par exemple les énergies renouvelables, on s'expose également à un seul secteur. Et le risque, c'est d'avoir un portefeuille qui est trop concentré et qui du coup serait exposé à des variations boursières extrêmement importantes. Alors après, on parle de bourse, mais on peut aussi parler de non-coté, on peut aussi parler d'immobilier. Donc c'est vrai que c'est ce métier de gestion de patrimoine, c'est de pouvoir faire transparaître ses convictions sur l'ensemble des sous-jacents. Mais généralement, les clients, moi je prends des clients qui investissent au minimum chez moi 100 000 euros, parce que sinon j'ai des frais qui sont relativement faibles, donc je suis pas, je peux pas les suivre en dessous, parce que pour être très clair, je ne serai pas rentable en dessous de 100 000 euros investis chez moi pour un portefeuille. Mais ça va être des sommes qui vont être consacrées vraiment à des thématiques très environnementales qui généralement vont être aux alentours de 30%, où vraiment on va être sur du très convaincu et du très poussé au niveau environnemental. Et ensuite, on va quand même faire le reste du portefeuille qui va être imprégné de cette logique ESG, mais où on va pousser le curseur un petit peu moins loin pour être sûr quand même d'avoir une certaine diversification au niveau du portefeuille. C'est ça la stratégie que vous recommandez aujourd'hui? Il faut faire attention à quand même garder une diversification, mais ce qui n'empêche pas d'être très convaincu et d'aller vers quelque chose qui sera socialement intéressant et qui permettra... Et ambitieuse aussi. Mais il faut être ambitieux, sinon on s'ennuie assez rapidement dans ce métier. Et puis c'est quelque chose qui permet aussi au client de comprendre ce dans quoi il investit et de le suivre beaucoup plus. Alors il faut faire acte de pédagogie, il faut informer beaucoup le client. C'est des rendez-vous qui prennent beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps en tant que conseiller également de faire des contenus et d'envoyer de l'information. Mais on voit aussi, et c'est le plaisir en tant que conseiller, de voir des clients qui se forment en fait au fur et à mesure. Et il y a des clients, ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans que je les suis. Et en fait, au bout de ces années-là, il y a de temps en temps, ils arrivent avec des questions, des gens qui n'y connaissaient rien il y a 5-6 ans et qui de temps en temps arrivent en rendez-vous avec des questions qui sont extrêmement poussées aujourd'hui. Et ça, c'est un vrai plaisir en tant que conseiller. Eh ben, on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup François-Xavier Serre d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, d'avoir été avec nous dans Smart Patrimoine. Je le rappelle, vous êtes le président fondateur du cabinet de gestion de patrimoine Terrae Patrimoine. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine.